Ok, très bien. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'ADG. Alors aujourd'hui, nous accueillons Alexandre Holl de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. C'est une nouvelle collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Nous espérons nous souhaitons qu'elle soit longue et fructueuse. Ça va nous permettre de développer pour l'année prochaine plusieurs axes de travail que l'on aimerait vous proposer, très centrés sur le français professionnel. Donc voilà, donc on vous proposera des suites et des extensions parce qu'il semblerait que ce soit une demande forte dans le réseau pour former les enseignants et répondre à la demande des entreprises locales. Donc nous reviendrons sur ça très prochainement. Voilà. Donc je précise que Alexandre Holl est responsable du département innovation pédagogique à la CCIP. Voilà, je remercie Marguerite pour le travail qu'elle a fait en amont. Et puis tout de suite, je vous laisse pour ce webinaire intitulé Attirer de nouveaux publics avec le français professionnel. Merci à tous, bienvenue à tous sur la plateforme. À vous Très Alexandre. bien. Merci beaucoup Nelly. Merci beaucoup à la délégation générale et d'avoir souhaité organiser avec nous ce webinaire. On est ravis de pouvoir y participer et donc d'aborder, comme vous l'indiquiez, donner quelques notions du français professionnel et de voir de quelle manière il peut permettre d'attirer, de conquérir de nouveaux marchés, d'attirer un nouveau public. Donc, en effet, je suis Alexandre Hall, responsable du département innovation pédagogique et des partenariats à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-de-France, au Français des affaires plus particulièrement, qui est un centre qui a été créé en 1958 avec établissement public, avec pour vocation de promouvoir et de diffuser le français à des fins professionnelles. Donc voilà, nous fêtons nos 60 ans cette année, comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint. Donc, au niveau de ma présentation, ce que nous avions décidé avec Nelly et Marguerite, c'est de vous donner un petit aperçu, un petit état des lieux du français dans le monde, du français professionnel, pardon, dans le monde, de ce que nous pouvons observer ici depuis la Chambre de commerce dans les projets que nous accompagnons. Donc, principalement avec le réseau culturel français, donc Alliance française, Institut français, mais également avec des institutions éducatives, des universités, des lycées professionnels. Et donc, au niveau de la présentation, j'ai choisi d'abord de rappeler quelques notions alors on va rentrer un peu plus sur le didactique et pédagogique, mais très rapidement, sur ce qu'est le français professionnel, parce que je pense que dans le monde entier, on le voit encore tous les jours, il y a beaucoup d'idées préreçues, préconçues sur le français professionnel. Donc voilà, le webinaire, c'est aussi un moyen. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir en posant des questions. Je tâcherai d'y répondre à l'issue de ma présentation. De pouvoir aborder voilà, toutes les questions sur le français professionnel, de pouvoir répondre à toutes les interrogations. Donc je vais commencer très rapidement en indiquant donc ce qu'est le français professionnel, de notre point de vue, en tout cas du point de vue du marché. Le français professionnel, alors je préfère, vous verrez, parler français professionnel parce que professionnel de l'éducation, on utilise beaucoup les acronymes et les termes très de didacticiens, FOS, français de spécialité, français à visée professionnelle, etc. Moi, je préfère regrouper tout ça parce que c'est bien le même objectif sur la dénomination qui est beaucoup plus transparente de français professionnel et de laisser aux enseignants et aux concepteurs de programmes le choix entre les méthodologies. Mais je vais l'aborder. Donc, le français professionnel, en effet, on le retrouve, si vous voulez, dans différents contextes. Il y en a au moins deux. Il y a la formation initiale et la formation continue. Donc, je vais vous montrer un peu des exemples de projets. Donc, ce que j'appelle les projets, c'est plutôt en formation initiale. Vous voyez, le projet numéro 1, la faculté d'économie d'une université souhaite rendre obligatoire les cours de français pour les étudiants inscrits en bachelor. Les étudiants devront, à l'issue de leur parcours universitaire, savoir se présenter sur un salon, accueillir un partenaire francophone, présenter son entreprise et ses produits.
Là, dans ce cas-là concret, on était sur 3 semestres et une centaine d'heures. Un autre projet, une école de gastronomie souhaite proposer des cours de français à leurs étudiants. Les étudiants devront savoir gérer le service en français, accueillir, vérifier la réservation, présenter le menu, prendre la commande, servir, etc. Et on débute avec 80 heures en termes de programme. Donc là, ça, si vous voulez, c'est pour vous montrer, alors dans le jargon, c'est le français de spécialité, mais finalement, ça reste la même méthodologie que le français sur objectif spécifique, hein, c'est du français professionnel. L'idée, c'est de, je reviendrai dessus, mais de donner du sens à l'enseignement et à l'apprentissage du français. On connaît assez bien il est vrai, bon, plusieurs systèmes universitaires, mais surtout le système nord-américain, parce que je vous le disais, on a été créé en 1958 et depuis les années 60, nous accompagnons des universités aux États-Unis, à peu près, je dirais, 60% universités privées et 40% publiques à peu près, des universités qui ont fait le choix de proposer, alors principalement du français des affaires, même si maintenant, selon les zones, je vois la Nouvelle-Orléans, on tend un peu plus vers le français du tourisme, et dernièrement, il y a un engouement pour le français des relations internationales. Et c'est principalement les trois grands secteurs. Il y a un petit peu de médical, un petit peu de juridique, mais principalement, c'est surtout affaires. Car, alors ça part d'ailleurs on le voit dans le monde entier, hein, le français professionnel se développe assez rapidement depuis une quinzaine, vingtaine d'années dans les universités qui se sont rendus compte que, disons que à l'origine, le département de français était réservé, les cours de français étaient réservés aux étudiants qui souhaitaient apprendre le français, la littérature, la culture, etc., pour ensuite devenir professeur de français ou traducteur, interprète. Or, ces cours, les départements de français, aux États-Unis et ailleurs, hein, j'ai d'autres exemples en Chine par exemple, où il y a une désaffection de plus en plus grande des étudiants. Le public n'est plus là. Et donc, des départements de français dans le monde entier ferment à l'heure actuelle parce que, voilà, on sait pas, c'est pas qu'on ne s'est pas posé la question, mais je pense que c'est difficile pour les enseignants. Je vois aux États-Unis, quand on a commencé à travailler aux États-Unis, on était face à des enseignants qui étaient 17e liste, 18e liste, spécialistes de Proust, spécialistes de la littérature. Et donc, la bascule était quand même très grande. Le pas était très grand à faire pour aller vers un enseignement communicatif, enfin du français langue étrangère déjà, ensuite communicatif, voire actionnel, et ensuite dans un domaine professionnel. Mais du coup, ce qui fait qu'énormément, et c'est pour ça que je parle du français professionnel en formation initiale, ça se développe énormément. Beaucoup d'universités se mettent à mettre en place des cours de français. La raison principale, c'est que l'université leur dit, écoutez, s'il n'y a pas plus de monde, on ferme. Je schématise un peu, mais c'est un peu ça. Et donc, ces départements de français se sont ouverts progressivement aux autres facultés. Donc, on commençait à draguer les étudiants des facultés de gestion, de management, de tourisme, d'hôtellerie, de restauration, de droit, de sciences, d'ingénierie, etc., d'architecture. Enfin voilà, ils sont allés vraiment chercher les étudiants dans les autres facultés. Il y a eu un intérêt, mais dès les premières années, la même chose, le mécontentement des étudiants était grandissant parce que la méthode n'avait pas évolué, le public était différent et la méthode était toujours un enseignement assez classique, ce qui ne satisfaisait personne. Donc du coup, on transforme de plus en plus ces cours de français pour les autres facultés, qui sont parfois des cours, en règle générale, c'est des cours optionnels, mais je vois par exemple aux États-Unis, depuis que ça a été lancé, donc là on les accompagne depuis une dizaine d'années, parce qu'on ouvre chaque année de nouveaux centres, alors c'est toujours en lien avec des centres de diplôme, mais on ouvre toujours de nouveaux cours de français des affaires, et le retour que j'ai des enseignants qui mettent en place ces programmes, c'est que les cours ne désemplissent pas. Il y a un réel intérêt, la prise de conscience est encore, on en est au début, disons, de la prise de conscience du public jeune nord-américain du plurilinguisme, mais ça commence à faire son chemin. Beaucoup, vous le savez, aux États-Unis ont de plus en plus sont bilingues anglais-espagnol, et il y a un intérêt du coup pour le plurilinguisme et pour une troisième langue, et beaucoup choisissent le français, et à des fins professionnelles.
Donc ça, c'est un exemple. J'en ai d'autres dans de nombreux pays. Pour ce qui est du tourisme, par exemple, c'est toutes les écoles techniques qui correspondraient en France au lycée professionnel, mais qui est au sein d'instituts techniques IT au Kenya, où ils avaient exactement le même problème. Et là, ils sont en train de mettre en place, ça fonctionne vraiment très bien, des cours dans toutes les IT du Kenya, des cours de français du tourisme. Parce qu'au Kenya et en Tanzanie, bah, voyez, il y a de plus en plus de public, de touristes francophones qui viennent voyager, et les entreprises sont en demande, souhaitent du personnel francophone. Donc les universités ont écouté ce marché et sont en train de transformer leurs cours pour justement former de jeunes professionnels, car comme je vous le disais, pour les entreprises, c'est crucial maintenant, mais on reviendra là-dessus. Toutes les entreprises comprennent que le plurilinguisme, en tout cas les langues, permettent d'améliorer la relation client. Le nombre de serveurs et de guides touristiques qui nous disent qu'à partir du moment où ils ont pu dire quelques mots et communiquer avec le touriste francophone, ils voyaient les pourboires augmenter, ça arrive très fréquemment. Donc ça, c'est pour la partie projet, formation initiale. Ensuite, le français professionnel, bien évidemment, c'est la formation continue. C'est-à-dire offrir des cours. Alors, soit offrir des cours parce qu'on a analysé son marché et on voit qu'il y a une demande, donc on va tester avec des petits ateliers au fur et à mesure pour essayer de séduire les entreprises et de créer des programmes. Alors, c'est toujours de l'intra, hein, il y a quelques internes, mais ça va être beaucoup des formations au sein d'une entreprise pour les mêmes employés d'une entreprise, idéalement qui ont les mêmes besoins. Même si quelques alliances et instituts français qui ont de l'expérience avec ces entreprises arrivent finalement maintenant à créer des petits ateliers inter, c'est-à-dire des ateliers dans leurs locaux ou dans des locaux qui sont proches d'une zone industrielle, par exemple, d'une zone d'activité, et de créer un inter avec des besoins communs à plusieurs entreprises. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Donc, je vous donne les trois exemples. Hein. Une compagnie, ce sont des exemples réels hein, que j'ai croisés quand j'étais en poste à l'étranger, en tant qu'enseignant ou en tant que directeur d'alliance, ou quand nous accompagnons avec toute l'équipe des alliances et des instituts français. Donc, demande numéro 1, une compagnie de taxi souhaite former 10 chauffeurs de taxi qui devront prendre en charge les touristes francophones. 20 heures de formation. Je reviendrai sur l'idée des programmes. Ça vous donne un petit peu une idée de ce qui est réalisable en français professionnel. Parce que souvent, là pour vous donner une idée, là c'est moi qui enseignais à l'époque, c'était il y a une quinzaine d'années, ces chauffeurs de taxi, c'était au Caire en Égypte. On avait des chauffeurs de taxi qui ne parlaient pas un mot de français. Ils étaient débutants complets et ils devaient être capables de prendre en charge les touristes francophones au bout de 20 heures. Et c'était réalisable et ça s'est réalisé, ça s'est très très bien passé. Mais ça vous donne, alors là je vous donne le cas extrême du français professionnel, c'est-à-dire que quand on m'a confié ce cours, alors ce cours, c'est difficile d'appeler ça un cours, je n'avais pas de salle de classe, j'avais le chauffeur de taxi qui venait me chercher en bas de l'Institut français, on restait sur le parking, c'était 1h30 de cours, donc on avait une demi-heure d'échange et j'apportais justement les contenus dans le taxi à côté du chauffeur, et au bout d'une demi-heure, je sortais de la place passager, je me mettais derrière et je jouais le client et on se baladait 1 heure au Caire pour travailler, pour permettre aux chauffeurs de taxi de pratiquer. Et ça, on l'a fait pendant 20 heures avec une dizaine de personnes. Ça a tellement bien fonctionné que ça a continué et d'autres compagnies de taxi se sont emparées de cette idée parce que la première compagnie qui nous avait demandé ça avait repéré le marché et en effet avait eu son chiffre d'affaires augmenté. Vu qu'ils captaient, enfin, ils avaient mis tout en place un système de marketing avec des autocollants, je parle français, sur les taxis et des annonces sur les aéroports. Donc ça, c'est une première chose. Alors j'insiste aussi que, mais ça du point de vue enseignant, hein, j'étais assis à côté des chauffeurs de taxi, je n'avais pas de CD, je n'avais pas de méthode, je ne pouvais pas écrire, je n'avais pas de papier, c'était un enseignement à l'oral. Ensuite, demande numéro 2. Une chaîne de magasins spécialisée dans la vente de vins et spiritueux veut former des vendeurs pour attirer les touristes francophones dans la région. Quelles étaient les tâches qu'il fallait réaliser en français? Bon, accueillir bien évidemment le client, le saluer dans un magasin, présenter le domaine, animer des petites dégustations,
très rapide parce qu'on est dans un magasin, on n'est pas sur un domaine, et vendre de l'alcool et des spiritueux. Et là, on avait 60 heures de formation. Une troisième demande, un grand hôtel, qui est très courante dans le monde entier. Un grand hôtel veut former son personnel, concierge et réceptionniste, aux Français de l'accueil touristique. 30 heures de formation pour commencer. Je vous ai mis cet exemple aussi de 30 heures de formation, mais on reviendra là-dessus pour se dire que quand on se met au français professionnel, c'est pas si compliqué qu'on le croit et qu'on le pense, c'est juste un changement parfois d'habitude dans la communication, dans la programmation, dans la création des cours, mais on est souvent sur des volumes extrêmement courts. Il n'est pas étonnant, surprenant et rare de commencer avec des ateliers de 6 heures dans une entreprise, puis de remettre 6 heures, et quand on arrive à prendre la confiance de l'entreprise, on peut proposer des parcours plus longs. Mais en règle générale, ça, moi, c'est ce que j'observe pour fonctionner auprès des entreprises. Beaucoup d'alliances et d'instituts proposent d'abord des petits ateliers qu'il érode. Il érode auprès de petites entreprises, ou il érode auprès de petites écoles pas très connues qui n'ont pas forcément pignon sur rue, qui leur font confiance, qui leur permettent de rôder. Les enseignants se rodent à cet enseignement et de rôder les programmes auprès d'établissements où il n'y a pas énormément de volume, énormément d'enjeux, ce qui permet à l'Alliance, par exemple, de faire une opération blanche, c'est-à-dire de ne pas trop marcher sur ses premières propositions, histoire de se faire la main, et ensuite, une fois que le programme est bien ficelé, on peut parfois le proposer à d'autres écoles de tourisme, halls de gastronomie, avec un coût plus conséquent et une qualité de cours plus conséquente également. Donc, dans ce que je vous disais, dans les exemples que je vous ai donnés, c'est quoi former au français professionnel? L'objectif, nous, en tant qu'établissement et bien sûr en tant que formateur, c'est de rendre les apprenants capables de réaliser des tâches professionnelles en français. Et j'insiste, c'est pas d'apporter des contenus en affaires, en tourisme, etc. On voit trop l'erreur qui a été faite pendant des années, On le voit d'ailleurs encore dans les méthodes de français de spécialité, où on expliquait aux étudiants qui étaient des futurs guides touristiques, on leur expliquait un peu l'histoire du tourisme en France, décrire la Tour Eiffel, les spécialités gastronomiques, etc. On était complètement à côté de la plaque, parce que ce qu'il fallait faire, c'est de rendre ces personnes capables de réaliser des tâches professionnelles en français. Vous vous adressez à un public qui va être en front office. Il faut que vous cherchiez le public qui va être en front office, qui va être en face du client francophone. Donc, quand on parle du tourisme, ça doit être capable d'effectuer un service en français, de présenter un menu en français, de faire des suggestions en français. Ça va être capable de faire, dans le domaine des affaires, de présenter un produit, de négocier un devis. Ça va être capable de négocier avec un fournisseur francophone, par exemple. Ça, on a beaucoup le cas en Espagne. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé à Barcelone dans la zone de textile, et un de nos plus gros clients, je travaillais à l'Alliance française de Sabadell à l'époque, c'était en 2001, et Pimki était installé, le prêt-à-porter français, était installé à Barcelone, enfin dans la banlieue de Barcelone, et on m'avait commandé une formation parce qu'il fallait absolument que les chefs produits, les chefs d'achat dans Pimki parlent français pour communiquer avec les fournisseurs. Et les fournisseurs étaient principalement au Maroc, les fournisseurs de teintes, de textiles, de fils, etc. Et donc, il fallait négocier en permanence en français avec eux. Voilà, c'est pour vous donner des petits exemples. Donc, c'est vraiment réaliser des tâches professionnelles en français. J'insiste là-dessus. Parce que souvent, l'enseignant se met encore dans une position de savoir, il est là pour inculquer un savoir, il n'est pas forcément encore là pour développer des compétences. Dans le FOS, dans le français pro, on est par la tâche, on est dans l'actionnel, on n'a pas le choix, ça fait 60 ans qu'on est dans l'actionnel, on forme les gens pour qu'ils puissent réaliser des tâches. Et ça, c'est vraiment important et ça vous ouvre des portes. C'est-à-dire que quand je vous dis ça, ça veut dire qu'on peut former une personne à un niveau débutant complet en français professionnel. On n'est pas obligé de proposer à une personne de faire 300 heures, 400 heures de FLE avant d'arriver à du français professionnel. On peut tout à fait commencer un programme, voire en mixant les deux, mais se présenter dans une entreprise
bonjour Alexandre Hall, je suis responsable de l'innovation, c'est abordable dès les niveaux débutants complets. Et on s'évite des choses, on doit couper dans le programme, je dis toujours aux enseignants, prenez les couteaux, les ciseaux et découpez dans votre programme, parce que vous n'allez pas voir la présentation de la famille, vous arrêtez de voir s'il vous plaît la carte postale parce que personne ne l'utilise, vous arrêtez peut-être de voir dès le premier cours, bonjour je m'appelle, parce que dans toutes les méthodes de flux, on commence le premier cours par bonjour, je m'appelle Alexandre et toi, alors que le je m'appelle, globalement, en schématisant un peu, il y a que les petits-enfants à l'école maternelle qui le disent en France. Quand on se présente en tant qu'adulte, c'est rare, et en tout cas pas du tout en milieu professionnel, c'est bonjour, je suis, ou directement je me présente Alexandre Hall. Donc voilà, c'est faire les choix dans les contenus, mais je reviendrai dessus. C'est rendre les apprenants capables d'interagir avec des individus à l'oral ou à l'écrit. Donc il y a les rédactions de courriels, mais ça va être aussi des choses, remplir des agendas, prendre rendez-vous, etc. C'est comprendre et produire des documents professionnels. Ça peut être traduire un site internet, ça peut être créer son profil LinkedIn en français, ça peut être, c'est beaucoup de cas dans le tourisme par exemple, et là je parle vraiment en local, on peut imaginer que aux États-Unis, il y a un touriste, il y a des touristes, il y a un grand hôtel, et vous savez maintenant à l'heure du numérique, sur TripAdvisor, tout le monde commente. Et les clients francophones ne commentent pas en anglais. Même s'ils ont pu échanger en anglais sur place, un peu, pas tous, quand ils reviennent en France, sur TripAdvisor, ils commentent en français. Et donc de plus en plus d'hôtels ont des community managers, ont des personnes qui sont chargées de lire ces documents et de répondre aux clients en proposant une réduction, en s'excusant, etc., etc. Bon, ben ça, c'est vraiment de la production d'écrits professionnels en français, par exemple. Et ça se développe énormément dans le secteur du tourisme. On a de plus en plus de demandes de formation sur cette thématique. Donc, c'est également comprendre un nouvel environnement professionnel. Là, c'est plutôt comprendre un environnement professionnel. Bon, là, c'est plutôt pour les personnes qui viennent aussi travailler ou étudier en France, comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais je dirais pour vous, c'est vraiment agir au sein d'une équipe multiculturelle. Il y a de plus en plus d'équipes multiculturelles et donc il faut décoder. On a dans le multiculturel, il faut savoir travailler en équipe, on n'a pas la même manière de penser, les mêmes manières de s'exprimer, les mêmes manières de concevoir, ou ne serait-ce que de commencer une réunion, la même manière de concevoir le restaurant d'affaires, la même manière, enfin voilà, c'est énormément de choses. Et puis c'est globalement, il faut apprendre rendre les apprenants capables d'interagir avec des clients francophones. Je vous donne un exemple très très simple que j'ai croisé au Kenya. Au Kenya, par exemple, il n'y a pas vraiment la culture. Alors, je schématise, mais je pense que c'est vraiment ça. J'en ai beaucoup parlé avec les guides touristiques là-bas, et moi, je l'ai même expérimenté. C'est-à-dire que quand il y a une famille qui arrive, le guide touristique ou le réceptionniste de l'hôtel va s'adresser aux parents. Il ne va pas du tout regarder les enfants. Il ne va pas du tout les regarder, il va à peine les saluer. Il s'adresse directement aux clients. C'est culturel. Les clients français le prennent extrêmement mal. Alors, pas que les clients français d'ailleurs, dans d'autres pays, mais en tout cas le client francophone le prend extrêmement mal qu'on ne s'adresse pas, à ses enfants quasiment en premier. Moi, je le vois quand je suis en France, j'arrive dans un magasin, dès qu'on voit mes deux garçons, on s'adresse à mes enfants. Et on a cette habitude-là. Et ça, c'est des choses qu'il faut aussi voir en français professionnel pour éviter les conflits, pour ne pas mettre les apprenants dans une situation délicate. Donc le français professionnel, globalement, c'est une démarche méthodologique, c'est pas une langue à part. C'est une manière de concevoir des programmes. Le français professionnel, c'est de l'ingénierie de formation avant tout. Donc ça dépend comment vous êtes structuré. Dans certains établissements, c'est un enseignant de français qui a été mobilisé et qui est reconnu et qui fait tout de A à Z. Dans d'autres établissements, il y a la direction des cours ou un coordinateur pédagogique avec un responsable commercial qui font d'abord le démarchage et l'analyse des besoins avec les entreprises. Il y a des alliances qui ont ouvert des services, des cours de services entreprises spécifiques. Enfin voilà, ça dépend vraiment de votre contexte et votre mode de fonctionnement. Donc c'est une démarche méthodologique qui sert à bâtir un programme de formation pour un public, vous l'avez vu, qui est clairement identifié. Alors souvent, les entreprises viennent vers nous pour nous demander, mais pas toujours. Je reviendrai là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'alliances encore ou d'instituts français qui sont dans l'imaginaire collectif des lieux de culture.
des lieux de culture, etc. Et les entreprises n'associent pas toujours Alliance française avec cours de français pratique, cours de français sur la communication. Ça peut paraître bizarre, mais quand on parle avec l'entreprise, il y a encore ce barrage-là, parce qu'il ne faut pas oublier que ces entreprises, ces chefs d'entreprise ou ces directeurs de ressources humaines qui font appel à des services de cours de langue ont eux aussi un passif historique et ont certainement appris les langues étrangères comme moi j'ai dû l'apprendre peut-être au collège, au baccalauréat, avec une approche très grammaire, traduction, très lexicale, très peu communicative, avec des objectifs qui n'étaient pas forcément très bien définis, qui correspondaient peut-être pas forcément à mes 14 ans, à mes 15 ans, à mes besoins. Et ça reste quand même dans, on va dire, dans l'inconscient de vos interlocuteurs en entreprise ou autre. Il faut arriver à les convaincre, à parler leur langage, mais je reviendrai dessus. Donc un public qui est clairement identifié, et puis l'objectif est précis et spécifique. Je vous redonne cet exemple. Former mes chauffeurs de taxi. On avait 2 objectifs en 20 heures. Prendre en charge des touristes francophones dans la ville de X. Observer la démarche qualité. Et c'est la démarche qualité, ils les connaissent, les chauffeurs de taxi. Mais c'est-à-dire qu'il faut quand même être un petit peu au courant, pas être formé en commercial ou en tant que chauffeur de taxi, mais savoir qu'il y a des étapes dans la démarche qualité client. Et surtout, il fallait qu'ils donnent des indications touristiques. Je vous rappelle, c'était débutant complet, niveau A1, au bout de 20 heures. Donc moi, quand ils étaient capables de dire à gauche, c'est l'université du Caire, à droite, les pyramides, c'était largement suffisant. On atteignait l'objectif. Il était capable de donner quelques indications touristiques. On n'attend pas plus d'un chauffeur de taxi, en tout cas pour ce niveau-là. Sinon, on fait appel à un guide touristique. Donc, je termine sur la méthodologie. Vous devez définir un projet, définir un programme, créer des activités d'apprentissage et d'évaluation. C'est les 3 grandes étapes. Je parle d'un point de vue plutôt pédagogique. Je rajouterai une 4e étape quand on est à la tête d'un établissement, c'est qu'à la fin, il y a toute l'évaluation de la satisfaction du client, avec des questionnaires de satisfaction, mais également mettre en place ça se fait pas énormément, mais moi je trouve ça très bien, de mettre en place des évaluations, ce qu'on appelle des évaluations d'impact. C'est-à-dire que 3 mois après la fin de la formation, on recontacte les entreprises, on remet un questionnaire qui est cette fois-ci à froid, et on voit si l'entreprise, le DRH, la direction a vu un progrès par rapport aux objectifs professionnels. Est-ce qu'ils sont plus à l'aise? Est-ce qu'ils accueillent plus facilement les clients francophones? Est-ce qu'il y a un taux de satisfaction de la clientèle francophone plus importante? Voilà, on voit vraiment l'impact des cours de français sur le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise. Ce qui permet de réajuster les programmes si la satisfaction n'est pas optimale. Et si on a une très bonne satisfaction, ça peut permettre de recontacter le client pour revendre une nouvelle offre de formation. Donc, dans ces étapes de méthodologie, pour définir un projet, il faut le formaliser. C'est-à-dire qu'il faut analyser la demande, si c'est une demande, ou il faut formaliser le projet si c'est une nouvelle offre de formation que vous voulez proposer en alliance ou dans l'entreprise, en décrivant les moyens nécessaires, en connaissant le public, en connaissant le budget bien évidemment, le matériel qui est nécessaire sur place. Est-ce que c'est un public qui est captif? Souvent dans les entreprises, surtout si vous avez des personnes, alors si vous avez des opérationnels, ça peut encore aller, mais si on a vraiment le top management, c'est des personnes qui sont très peu flexibles au niveau de leur agenda et qui sont très prises. Donc ça veut dire dès le début, quand on a ce type de public, c'est pas la peine de leur proposer le cours fixe pendant 3 mois, le jeudi de 18h à 19h ou pendant la pause déjeuner, parce qu'ils sont en mission une fois sur 2 ou en rendez-vous, et l'enseignant se déplace pour rien, et l'expérience le dit, il y a 60% des heures de cours qui sont annulées. Donc voilà, c'est peut-être là le moment de se dire, il y a peut-être un moyen, maintenant avec le numérique, peut-être par Skype ou Hangout directement sur le téléphone portable, voilà, ou par Skype, ou mettre en place du distanciel, du travail à distance. Ensuite, il faut analyser le public. Donc, quel est le niveau de formation de mon public? Quel est leur métier? Quel est leur niveau de formation universitaire, par exemple? Est-ce qu'ils parlent déjà plusieurs langues? S'ils sont déjà plurilingues, l'apprentissage pourrait peut-être aller un petit peu plus vite. Voilà, il faut prendre en considération un peu tous ces éléments-là. Leur motivation également. Ensuite, on analyse les besoins. Donc là, ça va nous servir à créer le programme.
Là, je ne suis pas sur un cours de didactique, mais voilà, il y a des méthodologies pour créer très très vite, en 1 heure, analyser les besoins, analyser les fiches de poste, et on peut extraire très rapidement les besoins de tâches professionnelles et on les traduit en savoir-faire langagier par la suite. Ensuite, on définit le programme. Donc l'enseignant, ça, votre enseignant qui, au début, s'il n'est pas rodé au français professionnel, va devoir collecter des données. Alors, les universitaires disent collecter des données sur le terrain. Moi, j'ai très peu eu l'occasion de le faire dès le début parce que le programme, en général, l'entreprise demande un cours et 48 heures après, il faut commencer les cours. Donc, on n'a pas le temps de collecter des données sur le terrain, donc on les connecte sur le net. Et ça va très bien ainsi. Et ensuite, on le co-construit avec le commanditaire. On analyse les données, on établit la programmation des contenus, et enfin, l'enseignant élabore des activités pédagogiques et des activités d'évaluation s'il n'y a pas une certification officielle derrière. Donc, et mon dernier point, et ça, alors excusez-moi, je suis un peu provocateur toujours par rapport à ça, mais c'est pour vraiment comprendre la méthodologie du français pro et que les enseignants soient conscients, la construction du programme est complètement différente. Elle est même inversée. Ça reste de la didactique du FLE. Je pense que tout enseignant qui est intéressé par le public adulte et à même d'enseigner le français professionnel, surtout arrêtons de dire qu'il faut la double compétence pour enseigner le français professionnel, c'est faux. On n'est pas là pour enseigner les affaires en français, mais bien pour enseigner du français des affaires. Je dis toujours aux enseignants, dans un cours de français des affaires, le français c'est vous, les affaires c'est eux. S'il fallait la double compétence, je n'aurais jamais pu enseigner pendant 15 ans dans des entreprises. J'ai enseigné le français des soins infirmiers, le français juridique, le français médical, le français des affaires, le français du secrétariat, etc., le français de la mode. Je n'ai aucune double compétence là-dessus. En revanche, j'ai une curiosité et un intérêt, bien évidemment, pour les métiers et surtout pour le public que j'ai en face de moi. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'en règle générale, pour construire un programme de français langue étrangère, la première chose que l'on donne aux professeurs, c'est le niveau. On dit voilà, tu as tel niveau. Demain, tu commences à niveau A1. On commence toujours par le test de positionnement. Ensuite, et là je vais vite parce que je vois le temps qui passe, nous avons des contenus linguistiques qui viennent en tête en tant qu'enseignant. Bah oui, je vois le A2, donc je vais voir tel temps. Ah oui, mais bon, c'est vrai qu'il faut le mettre en place avec des savoir-faire, il faut que je fasse des jeux de rôle. Et puis on est à l'heure de l'actionnel, donc je vais trouver une tâche qui correspond. La tâche est souvent très artificielle, vous le voyez dans les méthodes de français langue étrangère. Elles ne correspondent pas toujours à votre public, même en FLE. C'est une tâche qui est un peu artificielle parce qu'on part toujours du niveau. La tâche est là pour déguiser un petit peu le niveau. Le français professionnel, je dis toujours aux créateurs de programmes, le test de positionnement, vous le faites à la fin. Vous n'avez pas besoin du niveau pour analyser les besoins. D'abord, la première question, c'est quelles sont les tâches professionnelles qu'auront besoin ces futurs professionnels en front office, en face avec un client, un fournisseur, un partenaire français par exemple. Il faut les aider à communiquer. Donc, une fois qu'on a la tâche, eh bien, on trouve les savoir-faire en lien avec la tâche. Quels sont les savoir-faire en langue nécessaires pour réaliser la tâche professionnelle? Donc, par exemple, quand je dois accueillir un client quand je suis réceptionniste, donc la tâche professionnelle, c'est accueillir le client à son arrivée à l'hôtel. Les savoir-faire langagiers, ça va être se présenter, souhaiter la bienvenue, demander confirmation de la réservation, demander les données bancaires, donner la clé, localiser la chambre, c'est au 3e étage, c'est une chambre au 3e étage, donner les indications générales de l'hôtel, préciser les horaires du petit déjeuner. Et donc voilà, donc on a tous les savoir-faire langagiers qui sont mis en face d'une tâche, et ensuite on décline bien évidemment les contenus linguistiques. Et à la fin, avant bien évidemment de mettre en place le programme, mais une fois qu'on a ce travail sur les tâches et le savoir-faire, on se pose la question du niveau. Et quand on sait qu'ils sont débutants ou A2, B1, B2, que sais-je, c'est à ce moment-là où on va réadapter les contenus linguistiques. On part toujours du principe, c'est la base de l'actionnel, une tâche, elle peut se réaliser à minima, à maxima. Se présenter à un partenaire, ça peut être fait d'un niveau très simple, bonjour Alexandre Vol, enchanté, ça peut être avec un niveau B1, B2, beaucoup plus, avec des éléments langagiers beaucoup plus conséquents. Hein, bonjour, bienvenue, j'espère que vous avez fait bon voyage, nous sommes ravis
de vous rencontrer, etc., etc. Donc, une offre pour qui? Vous l'avez compris, si vous voulez vous travailler sur le français professionnel, vous allez vous adresser à ceux qui travaillent en français ou ceux qui veulent renforcer leur employabilité. Donc, je ne connais pas votre public en Alliance française, je ne sais pas si vous avez cette possibilité d'avoir des cours extérieurs et de proposer des cours à des établissements scolaires. Donc, vous avez une des cibles, c'est les étudiants futurs professionnels. Donc ça, on peut les capter en Alliance, hein, dans les cours, des étudiants en commerce, en relations internationales, tourisme, etc. Pour ce public-là, c'est les petits ateliers qui fonctionnent. Si vous ne visez pas l'université, mais les étudiants, c'est les petits ateliers de 3 heures, de 4 heures, créer son pitch en français professionnel rapidement, savoir rédiger son CV, voilà, ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être aussi des établissements partenaires, des lycées hôteliers, des écoles de mode, des business schools, etc. Vous vous adressez aussi à des professionnels. Alors, soit ceux qui sont en recherche d'emploi, donc là, encore une fois, ça va être des ateliers, ça va être de l'inter, des cours en inter dans l'Alliance, mais beaucoup aussi des professionnels qui sont en évolution ou qui recherchent la mobilité. Et là, vous êtes sur la conquête de nouveaux marchés et vous allez viser des entreprises pour lesquelles le français peut être une force. Alors, ils ne le savent pas toujours, hein, il faut adapter roder notre argumentaire par rapport à ça, ils n'en sont pas toujours conscients. Mais voilà, il faut repérer quand même les entreprises pour qui il peut y avoir une force, un atout, un levier de développement. Je cite par exemple, on a rencontré en Chine la semaine dernière la directrice, la présidente de Société Générale en Chine. Ils forment, eux, disait que le besoin, la Chine investit beaucoup en Afrique francophone. Donc la Société Générale accompagne les banques chinoises pour créer des Chinese desks dans les sociétés générales et dans les banques, enfin en Afrique francophone, et la Chine envoie du personnel 100% francophone. Donc ça a été vraiment un vrai levier de développement du français dans ces banques, de former le personnel qui sera mobile et qui partira ensuite exercer à l'étranger. Ça, c'est un exemple. Donc des exemples que moi je vois, hein, c'est des centres d'appel. Ça va être des hôtels, des compagnies de taxi. En France, c'est beaucoup dans le BTP ou au Maroc. C'est des enseignes de luxe françaises. Par exemple, ce qui se développe beaucoup, c'est les cours de... comment ils appellent ça? C'est pour les vendeurs, mais les vendeurs du luxe, pas les vendeurs prêt-à-porter. C'est-à-dire, c'est améliorer l'accueil de la clientèle francophone dans les grandes enseignes. Au niveau de l'offre, donc qu'est-ce qu'on peut observer? C'est souvent des parcours complets qui sont modulables, très modulables. C'est l'atout d'un package, donc souvent cours plus certification derrière, ou multimodal. Donc ce qui va plaire à l'entreprise, c'est une approche partage. C'est des mises en situation professionnelles, rendez visible. Moi, je trouve que c'est très marketing, et moi, ça a toujours très bien fonctionné. Par exemple, quand j'enseignais le français professionnel à Pimki, ben, je venais avec mes 2 étudiantes, on sortait de leur bureau, et je leur demandais de simuler des tâches professionnelles devant moi, dans les ateliers, dans le showroom, et les autres, déjà, la DRH voyait les progrès de leurs étudiants en situation professionnelle, donc ça leur parlait, et ça intéressait aussi les autres personnels qui disaient, bah, tiens, il est marrant ce cours de français, il est hyper pratique, il est très opérationnel, bah, peut-être que je vais demander des formations de français à mon DRH en formation continue, et ça peut faire boule de neige. Donc, ce que l'on vit, c'est des acquis rapides, être capable d'être opérationnel très vite, même sur des petits niveaux. C'est un cours avec, bien évidemment, mais ça vous connaissez, c'est la même chose sur tous les, en flux également, hein, des cours avec des objectifs très clairs, très structurés et motivants. C'est une offre qui doit être en lien avec le système de formation continue. Moi, je ne le connais pas aux États-Unis, mais vous devez connaître le mode de fonctionnement de la formation continue des entreprises. Qu'est-ce que les entreprises achètent en règle générale pour leurs employés? Moi, en France, par exemple, je vois bien quand j'offre des cours d'anglais, quand on a offert des cours d'anglais à mes employés, à mes collaborateurs ici dans mon département, c'était calqué sur le mode de formation. Les entreprises nous proposaient directement, elles ne m'ont pas proposé un cours d'anglais tous les mercredis de telle heure à telle heure. J'aurais pu réunir personne parce que tout le monde est en mission. Et donc, du coup, on s'est fait, l'entreprise de cours d'anglais s'est calquée sur les modules, les personnes, les entreprises qui offrent des cours de marketing, des cours de,
je sais pas, des cours sur un nouveau produit, sur une démarche qualité. Ces entreprises, elles viennent chez nous, on réserve une réunion et on était là pour 3 heures ou pour 6 heures. Et c'était un one-shot. Ou bien c'était une fois par mois, on nous réunissait 6 heures dans une salle. Et ça fonctionnait comme ça. Donc, il faut voir un peu quelles sont les habitudes finalement des professionnels aux États-Unis. Quand leur entreprise leur paye des cours collectifs, quel est le format de ces cours collectifs? Il faut oublier, et ça peut paraître surprenant, hein, mais je pense que si on veut capter l'entreprise, il faut oublier, je dis toujours, oublier votre mode de fonctionnement en alliance par rapport à vos cours flux. C'est pas la peine de proposer des cours extensifs, des cours intensifs. Alors ça peut fonctionner, mais en tout cas, il ne faut pas ne leur proposer que ça en cours catalogue, ça fonctionne très peu. Il faut écouter leurs besoins. Certaines vont être intéressées, mais très très peu. C'est en général des programmes très courts. Veuillez m'excuser pour l'erreur d'orthographe, c'est court avec un T, et des ateliers. Et c'est une offre qui peut être souvent combinée avec des cours en ligne, des cours Skype, etc. Les objectifs d'apprentissage, quand on vend des cours à une entreprise, il faut avoir des objectifs d'apprentissage qui parlent à l'entreprise. Je dis souvent, oublions, parce que j'entends beaucoup d'alliances ou d'instituts qui vendent des cours de français à des entreprises, et dans les premiers discours, parce que votre argumentaire, il est rodé, c'est complètement normal, et c'est un excellent argumentaire, mais qui parle moins aux entreprises, c'est nos cours sont de très grande qualité, avec des professeurs formés, nous sommes alignés sur les niveaux du cadre européen. L'entreprise, excusez-moi, mais elle s'en fout. Elle ne comprend pas. Déjà, elle ne connaît pas les niveaux du cadre européen. Elle ne sait pas ce que c'est. Ça ne lui parle pas forcément en termes de qualité. Une entreprise, elle entend dire que quelqu'un leur dit nos profs sont très formés. Elle se dit heureusement qu'ils sont formés. Si vous venez me vendre des cours, j'espère que votre personnel il est formé. Ce n'est pas du tout les mêmes arguments. Et en règle générale, il faut arriver à avoir les arguments de l'entreprise. Ça va être par exemple, non pas ils vont être capables même de communiquer en français sur les 4 compétences. Ils ne comprennent pas les 4 compétences. Et puis ça, on le sait tous avec le cadre européen et encore plus en français professionnel, que les 4 compétences, ça n'existe pas, il y en a beaucoup plus. La capacité à communiquer, elle ne repose pas que sur la compréhension écrite, la compréhension orale, expression écrite, expression orale. C'est beaucoup plus large. C'est des compétences qui sont croisées et on lit pas pour faire un QCM, on lit pour répondre à un mail, on lit pour communiquer avec quelqu'un. Donc voilà, il faut adapter le discours et par exemple essayer de trouver, alors je vais donner 2 exemples, hein, les cours de français, former au français pour attirer une clientèle francophone, où vous allez pouvoir fidéliser votre clientèle francophone, vous allez améliorer la relation client. Voilà, c'est tous des termes. Il faut utiliser les termes de l'entreprise si on veut les séduire. Donc ensuite au niveau de la commercialisation, donc là je vais très vite parce qu'on n'est pas sur le cours de marketing non plus, mais globalement, et vous le savez, c'est capable d'analyser son environnement. Dans chaque état où vous vous trouvez, quel est l'état du français dans votre pays ou vos régions? Est-ce qu'il y a des entreprises françaises qui sont installées? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, une compétence dans votre ville ou dans votre région, une entreprise nord-américaine qui est vraiment, pionnière sur son produit et qui veut conquérir le marché francophone d'Afrique, du Canada, de la France, la Belgique, etc. Donc voilà, il faut être capable de le repérer. Donc ça, c'est en allant sur les sites internet, c'est en se renseignant, en communiquant et je le dirai après, à faire rentrer l'entreprise dans l'alliance. C'est-à-dire que au même titre que les événements culturels que vous créez pour attirer votre public français loisirs, il faut créer des événements type entreprise. Donc ça peut être, je reviens du Mexique, où on a organisé, alors il y a 2 mois, c'était un forum de français professionnels, où le Mexique avait, alors il y a 500 entreprises françaises installées au Mexique, ça c'était l'IFAL, l'Institut français, avait organisé donc quelques conférences, donc moi je donnais quelques conférences et quelques ateliers pratiques, et il y avait tout un espace avec tous les stands, et il y avait 20 entreprises françaises qui étaient présentes, qui étaient là pour présenter leur activité en français, et le but, et elles ont toutes publié les offres d'emploi. Ça a duré une demi-journée. Et ça a cartonné. Ils ont eu, alors attendez, combien on a eu? Plus de 1000 visiteurs, je crois. C'était assez impressionnant. Ils s'attendaient à avoir 50, ils étaient débordés. Toutes les universités ont envoyé leurs étudiants pour présenter les CV, pour communiquer. Alors bien sûr, ça se faisait aussi en espagnol, mais en tout cas, l'idée, c'était de se dire,
Voilà les offres d'emploi des entreprises francophones. C'était un événement qui n'a pas été très très compliqué à organiser et qui finalement a rapporté beaucoup pour cet institut. Et les alliances font la même chose. Donc voir ce que font les autres aussi, ce que fait votre concurrence, pour adapter votre positionnement stratégique, définir les prix, etc. Et adopter l'organisation la plus adéquate, c'est-à-dire en termes de communication, c'est sélectionner les outils les plus pertinents pour votre développement. Donc recréer, ça j'insisterai jamais assez là-dessus, il faut que vous créez un nouvel argumentaire. Il faut avoir vraiment l'argument. Dites-vous que l'argumentaire historique du français à l'heure actuelle ne fait pas sens aux entreprises. Et même aux jeunes, hein, même aux jeunes, il ne fait pas toujours sens maintenant, à l'heure actuelle. Or, quand on est sur du français professionnel, ça ouvre une petite porte. Alors, au début, ils sont très surpris parce que, bien évidemment, ça fait 40 ans qu'on leur donne le même argumentaire dans tout le réseau et dans les universités, etc. Donc, ils ne sont pas du tout conscients que le français peut être un atout pour l'emploi. Mais ils le comprennent après au fur et à mesure. Donc, il faut roder l'argumentaire. Donc, ça peut être des PowerPoint, ça peut être des webinaires, c'est des campagnes publicitaires, c'est créer des articles, c'est utiliser beaucoup les réseaux sociaux, mettre des vidéos témoignages. Je vous en montrerai, je vous en ai mis quelques-unes sur la plateforme que vous pourrez visionner par la suite. Et puis ensuite, c'est mesurer et réajuster les objectifs. Quels sont les retours des questionnaires de satisfaction? Allez voir un petit peu sur le site internet, est-ce qu'on est présent? Est-ce qu'il y a eu des actions, des petits témoignages en français? Quel est le retour des évaluations d'impact? Quelle est l'appropriation du dispositif par le personnel? Et là, je vous redonne encore un petit exemple. Sur le personnel, par exemple, je recommande, c'est une alliance qui avait fait ça, qui était très intéressant, quand elle a voulu développer le marché de l'entreprise. Quand je vous parle d'argumentaire, c'est qu'il fallait donner cet argumentaire à toute l'alliance. Donc, ils ont co-construit l'argumentaire. Ce n'est pas la direction qui a construit l'argumentaire. Ils ont co-construit, à raison de 2 ou 3 séances sur 2 mois, l'argumentaire avec tout le personnel de l'alliance, sous le format du design thinking. C'est-à-dire qu'ils ont réuni, ils ont créé dans une grande salle. Il y avait toujours un trinôme, je dirais, avec quelqu'un chargé de la communication, du département de communication, un enseignant et une personne de l'accueil qui était chargée d'accueillir les clients, les premiers clients à l'entrée de l'Alliance, à l'accueil de l'Alliance. Et c'est toutes ces personnes qui sont rodées l'argumentaire ensemble. Et c'était vraiment intéressant parce que du coup, tout le monde se l'est approprié. Et tout le monde a été capable finalement de vendre les arguments du français professionnel. Donc, quelles sont les ressources que nous, on met à votre disposition? Je vous invite fortement à aller sur notre site, lefrançaisdesaffaires.fr. On a bien évidemment des outils et des ressources pour les étudiants, mais nous avons aussi des articles, des actualités, des kits de communication sur le français professionnel, des vidéos sur les diplômes, mais pas que sur les diplômes, avec des vidéos que l'on sous-titre en anglais à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas, on mène en ce moment une très belle campagne de communication qui s'appelle Je rêve d'eux, parce qu'on a voulu mettre un peu de rêve dans le français professionnel, parce qu'on a bien compris que finalement, quand quelqu'un investit sur un cours de français, c'est parce qu'il rêve d'avoir un meilleur poste, un meilleur salaire, de travailler en France ou ailleurs. Donc cette campagne, je vous invite à la consulter sur notre site. Ensuite, au niveau des réseaux sociaux, donc nous, on peut partager votre actualité. N'hésitez pas à aller sur notre site aussi, à liker, entre guillemets, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitter, parce qu'on a plein d'informations. Alors moi, je mets beaucoup d'informations toutes les semaines sur mon LinkedIn, mais ça, c'est le mien, c'est pas celui du Français des Affaires, mais je mets beaucoup d'informations sur les enseignants, par exemple, et pour les directeurs et directeurs de cours d'Alliance, sur ce qui se fait à l'international. Mais on partage vos actualités et nous pouvons également organiser avec vous des campagnes publicitaires communes. On en a fait une en Italie, en italien, via Facebook, et ça fonctionne très bien. On organise des webinaires, des vidéos. On a une chaîne YouTube qui est très active également. Ensuite, un autre conseil, c'est de personnaliser vos propres outils. Donc, je vous ai mis quelques exemples que vous retrouverez ensuite à l'issue du webinaire sur la plateforme. La vidéo d'Alliance française d'Arusha en Tanzanie sur le français du tourisme. Je la cite parce que je trouve que c'est une très très belle vidéo pour promouvoir le français, le faire comprendre auprès des professionnels du tourisme. Il y a la vidéo de l'Institut français de Lituanie sur le français des relations internationales. Ça rend très concret aussi l'usage du français professionnel. Un autre exemple que vous trouverez sur leur site, la brochure de l'Institut français du grec, qui n'est que sur le français professionnel. Dernièrement, ça on le voit derrière moi, le Japon a également créé une brochure.
Et ensuite, inspirez-vous aussi par rapport à ce qui se fait au-delà de ce que nous on fait. Aux États-Unis, par exemple, vous avez la campagne Lead with Languages, qui est également très bien faite. Hein. On voit bien leur accroche, hein, Language Learning opens a world of opportunities. Donc ça peut être aussi des termes à reprendre. Ou un autre exemple, l'affichage de l'Université de Montréal, je crée en français, j'innove en français. Et vous pouvez également vous inspirer d'infographies. Le support, vous l'aurez hein, de mon webinaire, donc du coup, je passe assez vite là-dessus. Un nouvel outil, et je passerai 5 minutes parce que j'ai été très bavard comme d'habitude, mais c'est très difficile en webinaire vu que je n'ai pas d'interaction de gérer mon temps. J'en suis désolé, mais au niveau des diplômes de français professionnel, je vous en dis très rapidement, on fête nos 60 ans cette année. C'était les premiers diplômes de français à l'époque où, alors on sait que, par exemple, pour parler certification, les certifications qui sont pour moi un très bel exemple de coopération linguistique et éducative pour le français, on les connaît toutes et tous, c'est le DELF et le DALF, hein, ils ont fêté leurs 33 ou leurs 34 ans, mais pour vous dire que le français professionnel, on a perdu cet argumentaire, parce qu'il y a 60 ans, et il y a 40, 50, 60 ans, le français professionnel était beaucoup plus présent dans le réseau que maintenant. Et ensuite, il a fallu s'adapter au français langue étrangère et au français loisir parce qu'il a permis, justement, c'était un peu comme un tourisme de masse, un français de masse, qui a permis aussi de promouvoir le français à ce niveau-là. Mais ce sont des diplômes qui sont des certifications de français professionnel, qui sont délivrés par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, donc on représente 800 000 entreprises. On les conçoit bien évidemment selon les niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues, parce qu'on est reconnu par ALTE et parce qu'on nous le demande, et que bien évidemment il faut pour le réseau culturel aussi ce repère des niveaux du cadre européen. Ce sont des diplômes qui sont en phase avec la réalité du marché du travail. Vous pourrez les découvrir. Ce sont des diplômes, alors on a abandonné, on les a complètement revus l'année dernière, enfin en 2016. Ils sont au format électronique, parce que ce qui nous semblait le plus adapté au niveau de l'entreprise. Et ce sont surtout, pourquoi on s'est mis sur l'électronique, ça nous a permis de faire des certifications en phase avec la réalité du marché du travail et pour la réalisation de tâches professionnelles. Nous ne voulions plus, on voulait gagner, si vous voulez, rattraper le retard qu'on a en France sur la didactique de l'évaluation en français. On est encore sur des principes des années 70-80. Si vous connaissez le TEF, on est encore sur ce principe-là, hein, mais c'est les principes du TCF, du DEF, du DAF, etc. On est sur des principes de l'approche communicative des années 70-80, où on saucissonne les compétences et on traite la compréhension écrite par la lecture d'un texte et par un QCM, par exemple. Pareil pour la compréhension orale. Or, on sait bien maintenant que on ne comprend pas, on ne lit pas pour comprendre. On lit pour agir. On lit pour répondre à un client. On écoute une conversation téléphonique pour interagir. Donc nous, on voulait arrêter, si vous voulez, le mode de compréhension écrite pour la compréhension écrite, compréhension orale pour la compréhension orale. Donc, au niveau des argumentaires, ce qui est dit aux candidats, c'est que le français professionnel et un diplôme permet de se différencier, d'accéder à la mobilité internationale, d'évoluer professionnellement et bénéficier de promotion de carrière. Ça permet aussi de personnaliser le curriculum vitae, parce que de nos jours, tout le monde met dans les langues à la fin de son curriculum, français avancé, français débutant. Ça parle pas, ça parle plus à personne, et on sait bien, vous et moi, que ça veut pas dire grand-chose, que parfois on rencontre une personne qui a mis bilingue et qui n'est pas du tout le niveau, et comme le CECR ne parle pas en entreprise, le fait de mettre un diplôme français des affaires, ça fait déjà plus sens. Et ça permet de renforcer son employabilité. Pour les entreprises, quels sont les arguments? C'est confier à ses collaborateurs des missions sur des marchés francophones, repérer au sein de ses équipes les ressources humaines formées au français, renforcer sa capacité à interagir avec des partenaires francophones, faciliter les négociations, les partenariats, les contrats, les échanges. Je vais très vite pour qu'on puisse avoir un moment d'échange. Au niveau des diplômes, et vous le retrouvez sur le site, hein, ce sont des diplômes qui sont reconnus, bien évidemment. Je rappelle que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France est un établissement public au service du développement des entreprises à l'international, mais au service également de la francophonie économique via notre action du français des affaires. Donc ce sont des diplômes qui sont également reconnus localement.
et de plus en plus. On a énorme, là on accompagne, pour vous donner une idée, depuis le début de l'année, 6 pays. Je crois que dernièrement c'est l'Autriche qui nous a demandé, mais on accompagne l'Autriche, la Hongrie, qui font reconnaître les diplômes au sein du ministère de l'Éducation nationale. Mais c'est déjà fait depuis 20 ans en Italie, en Suisse, en Lettonie, etc. Donc les universités, toutes les universités des business schools ont les diplômes. On a Harvard aux États-Unis, HEC Paris, la Bocconi en Italie, l'école hôtelière de Lausanne, l'Académie diplomatique de Vienne, etc., etc. On est reconnu par la SEMS, donc c'est qui utilise les diplômes, c'est The Global Alliance in Management Education. Donc c'est un regroupement des écoles de MBA, si vous voulez, pour faire court. Aux États-Unis, plus de 35 universités ont intégré les diplômes dans leur cursus. On n'est plus à 1000 candidats par an. Italie, Suisse, République tchèque, c'est reconnu par le ministère de l'Éducation nationale. Et en France, on est enregistré à l'inventaire de la commission. Donc je passe très vite pour vous donner un exemple. Donc sur les types d'épreuves, on n'a que 2 épreuves. La première qui se fait en ligne, c'est comprendre et traiter l'information. Donc l'étudiant, le candidat, si vous voulez, va recevoir des stimuli écrits et oraux pour produire des choses. Je vous montre un exemple. Et on a une épreuve interagir à l'oral. Et le niveau, enfin, le format des épreuves est à peu près les mêmes pour tous les niveaux, mais la durée change. Donc un exemple pour un diplôme à faire A1, pour bien comprendre le principe. Le candidat est face à son écran. On lui dit, vous travaillez chez Metalux, vous organisez votre semaine. Votre mission, relevez vos messages et vos notes. Donc il reçoit d'abord un mini-mail. Donc chers collègues, je vous rappelle notre réunion de service ce mardi de 14h30 à 19h30, de 14h30 à 15h30 pardon, en salle 12. Merci de votre présence. Et il a plusieurs rendez-vous sur un post-it sur son cahier. Avec un format traditionnel, on mettrait un QCM en disant ce document est A, un mail, B, une note, etc. Nous, on a voulu aller plus loin dans l'évaluation. On a voulu non pas évaluer la capacité d'automatisation, enfin la capacité de déclencheur finalement des cours de langue, mais la capacité de réemploi, de réinvestissement. Il a compris et il sait faire. Donc du coup, on lui demande en ligne de compléter son Google Agenda. Et en effet, si le candidat est capable de me mettre réunion de service le mardi de 14h30 à 15h30, on estime qu'il a compris le document et qu'en plus il sait l'utiliser. Un autre exemple concret, sur le tourisme cette fois-ci, vous êtes réceptionniste à l'hôtel Saturne, vous avez reçu ce courriel d'un client. C'est un client qui dit qu'il est intéressé par un séjour et qui demande les tarifs des chambres et les disponibilités du 27 juin au 3 juillet pour une chambre double. Et un deuxième document apparaît au candidat et le candidat voit ici s'il y a une copie d'écran de son logiciel de réservation. Et il voit qu'il a 3 chambres de disponibles spécifiques et il a les prix en face. On demande au candidat de répondre au client, cher monsieur, nous avons bien reçu votre demande, nous vous confirmons, alors ça dépend selon les niveaux, hein, mais nous vous confirmons la disponibilité d'une chambre double, voici les tarifs, etc. Donc ce sont des diplômes, et j'arrêterai là, 100% électroniques. C'est la première certification française qui adopte le tout électronique. Pourquoi? Pour un rapprochement maximal aux situations professionnelles. Ça nous permet de travailler des mails, des agendas, des organigrammes. Pour vous, Centre Agréé, c'est une organisation extrêmement simplifiée. On n'a plus à vous envoyer par DHL des documents. Vous n'avez plus à nous envoyer des corrections, des grilles, etc. Vous n'avez pas de calendrier. Nous n'avons pas de calendrier de session pour les diplômes depuis qu'on a l'électronique. Vous devez juste, une semaine avant, au plus tard, nous transmettre via notre portail la liste de votre candidat, la liste de vos candidats, leur nom, prénom, date de naissance, et puis les données, et on ouvre la session, et le jour J, votre session est disponible sur les ordinateurs. La correction de l'écrit se fait par la chambre de commerce. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le candidat saisit ses productions écrites sur l'ordinateur, dès qu'il valide, c'est envoyé à notre vivier, notre pool de correcteurs à distance. Et ça, on le fait aussi pour raccourcir les délais de correction. On a une application mobile également qui a dématérialisé l'épreuve d'interagir à l'oral, où vous avez toutes les grilles dessus, par exemple. C'est une tablette, hein, vous téléchargez une application sur une tablette qui vous permet d'enregistrer la production orale, parce qu'on veut que toutes les productions soient, pour la qualité, soient enregistrées, ce qui nous permet de réévaluer derrière et de vous conseiller ensuite s'il y a des défauts d'animation ou d'évaluation.
On n'habilite pas, nous, hein, on forme, on agrée, on n'est pas sur de l'habilitation. C'est-à-dire qu'on va plutôt faire sur du contrôle et revenir vers vous pour améliorer les compétences. Ensuite, donc cette application mobile permet d'enregistrer le candidat, permet d'évaluer le candidat, enfin c'est la feuille d'émargement aussi. Le candidat signe sur la tablette, on enregistre la production orale et l'examinateur remplit la grille d'évaluation sur la tablette. Une fois qu'il valide, pareil, l'enregistrement audio et la grille d'évaluation arrivent sur notre portail, ce qui nous permet une demi-heure après la passation de pouvoir déjà traiter les données. On a dématérialisé les diplômes. Vous ne recevez plus, les candidats ne reçoivent pas de diplôme papier. C'est ce qu'on appelle un coffre-fort numérique. C'est extrêmement sécurisé. Il reçoit sous un format type PDF son diplôme. Et ça, il le reçoit 3 semaines après. Dès qu'on peut publier les résultats, le diplôme est disponible sur son... il a un code d'accès pour aller sur son coffre-fort numérique et télécharger son diplôme, qui peut être imprimé. Donc voilà, on a énormément d'outils pour ça. On a une application mobile, Français 3.0 pour s'entraîner. Nous avons des tutoriels en ligne pour les candidats et nous avons développé des partenariats avec TV5 Monde, des partenariats avec RFI pour des activités d'entraînement pour les candidats sur leur site. Donc sur TV5 Monde, il y a la préparation officielle au diplôme de relations internationales, de français des relations internationales, et sur RFI, on est sur tous les domaines. On développe des fiches pédagogiques et des activités en ligne pour les étudiants, mais aussi pour les formateurs, à la base de documents audio de RFI, sur la mode, sur le tourisme, etc. Donc, je passe assez vite. Voilà, je vais réapparaître pour voir si je peux répondre à des questions, ou si vous voulez alors, je suis allé assez vite, hein, mais j'ai essayé de donner un maximum d'informations. J'espère que ça vous conviendra. N'hésitez pas à me poser les questions. Je vais regarder sur le drive si... Alors, Nelly, vous indiquiez que vous aviez une demande pour une équipe de médecins pour de la coopération médicale en Afrique. Ok, donc en effet... Alors là, en revanche, je ne vois pas vraiment la question, mais la méthodologie du français professionnel vous permet assez rapidement, en effet, avec un nombre d'heures assez réduit. Alors, tout dépend, il faudra voir justement après avec le niveau de ces enseignants, de ces médecins, mais de voir un peu le français médical, vous allez être sur de la coopération. Donc il y a une partie, quelque part, français des affaires, mais il faut repérer les tâches professionnelles qu'auront à faire ces médecins sur place. Est-ce que c'est de la coopération avec d'autres médecins ? Est-ce que ça va être en lien avec les patients francophones? Est-ce que ça va être pour de la formation professionnelle? Enfin voilà, c'est tout ce qui peut creuser. Et bien évidemment, nous, on peut vous accompagner sur ce projet. Quelle méthode de français professionnel recommandez-vous? Très bonne question. Parce qu'en effet, le français professionnel, comme vous l'avez vu, c'est de répondre à des demandes très spécifiques. Donc une méthode miraculeuse, ça n'existe pas. Le bon professeur de français professionnel, en général, comme je vous dis, c'est un bon prof de FLE, mais c'est quelqu'un qui a vraiment une appétence pour la conception, pour créer son matériel. Vous pouvez, et ça ne vous empêche pas bien évidemment, si vous êtes sur du standard, l'accueil du client, négocier, etc., vous pouvez, d'ailleurs je les ai derrière moi, vous pouvez piocher dans des méthodes. Bien évidemment, nous on contribue avec des méthodes, des maisons d'édition, avec Hachette, avec Clé Internationale, avec d'autres maisons d'édition, on travaille sur les contenus du français professionnel. Donc, moi ce que je vous recommande, c'est d'aller piocher ce qui peut être piochable dans les méthodes, mais le public entreprise, avoir une méthode, c'est trop scolaire pour lui. Ça les freine. Vous savez, ils ont une vision quand même très académique de l'apprentissage des langues, et c'est ce qui les freine en règle générale. S'ils voient que le cours est beaucoup plus basé sur les études de cas, par exemple, c'est ce que font beaucoup les universités nord-américaines, ils mettent les étudiants en situation. Moi, j'ai enseigné pendant 3 ans au MBA d'HEC, les étudiants internationaux. Bien évidemment, je n'avais pas de méthode. Alors, j'allais piocher des choses dans des méthodes. Mais bien évidemment, je crée mon matériel parce qu'au bout d'un moment où je faisais des jeux de rôle ou des simulations professionnelles, où on transformait un peu la salle de classe
salon de réunion ou cocktail, et chacun devait pratiquer, se présenter, ou les étudiants, je leur demandais de créer leur PowerPoint et de venir me présenter une entreprise et des données chiffrées, etc. Il y a beaucoup de matériel. Vous pouvez vous inspirer des méthodes des compréhensions orales pour avoir des documents semi-authentiques. Vous pouvez vous inspirer pour créer le programme des savoir-faire langagiers qui ont été donnés et de quelques boîtes à outils, ça bien évidemment. Mais en règle générale, c'est rare qu'on puisse caser une méthode sur du long terme de A à Z avec un public en formation continue. Formation initiale, c'est différent. Ensuite, je regarde s'il y a d'autres questions. Donc, pour les DFP, il y a une épreuve orale, tout à fait. Il y a une épreuve interagir à l'oral. Il y a deux épreuves. Une épreuve qui va varier selon en longueur, en temps de préparation, temps de passation, selon les diplômes. Et vous allez avoir, par exemple, toujours une épreuve de monologue suivi. Donc, ça va être toujours une épreuve où l'examinateur, nous avons toujours mis l'examinateur en situation de client ou de collègue. On ne vous a pas mis en situation d'expert. Voyez, donc ça va être, le candidat va par exemple devoir soit vous présenter son entreprise, donc là ça dure 5 minutes, on est en monologue suivi, enfin, vous présentez son entreprise, vous présentez une entreprise qu'on lui donnera en sujet, et la deuxième partie sera une épreuve d'interagir à l'oral, où vous jouez le rôle du client par exemple, et le candidat doit vous convaincre d'acheter son produit ou négocier par exemple, négocier un devis. En tourisme, le candidat va devoir vous accueillir. Alors, soit si c'est en restauration, vous présentez un menu, demander vos choix, vos préférences, vous conseiller. Ça va être aussi pouvoir vous conseiller sur des activités touristiques dans la ville, etc. Comment approcher les compagnies tech en Silicon Valley? C'est un nouveau marché pour nous. C'est une excellente question. Je n'ai malheureusement pas une réponse. Enfin, je pense que là, ça serait plutôt peut-être d'interagir avec vous par téléphone, avoir un entretien téléphonique pour voir un peu quels sont les besoins. Enfin, moi, je pense que je peux à la rigueur vous guider pour essayer d'approcher ces compagnies tech. Ce qui fonctionne très bien, alors ça c'est un petit tips, hein, mais c'est que parmi vos étudiants à l'Alliance, ou parmi peut-être votre comité de direction, ils ont peut-être des relations, ou vous-même au quotidien, vous avez peut-être l'ami d'un collègue qui travaille dans une compagnie. C'est un très bon moyen au début, ne serait-ce que de le voir, de prendre un café avec lui si c'est un ami, et d'essayer de comprendre, de viser quel est le département où il y aura un besoin de développement du français. Est-ce qu'il vise l'Afrique francophone, et de creuser ça au fur et à mesure, creuser votre argument en informel avant de pouvoir les approcher, je pense, pour pouvoir adapter votre discours. Mais ça, je pense qu'on pourra en parler plus longuement par téléphone. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour moi très précises. Je regarde si j'ai d'autres questions. Julie répond et très réactive. Avez-vous d'autres questions? Comme je ne vous entends pas. Parce qu'après, voilà, je peux donner plein de tips aussi, hein, mais peut-être en attendant, voir s'il y a une autre question ou si on termine. Ah ben voilà, Marguerite dit que c'est OK. Mais juste le dernier petit tips, peut-être Marguerite, c'est de dire aux collègues que ce qui fonctionne très bien quand on fait du français professionnel, pour créer des programmes ou pour approcher des nouveaux publics, moi je ne l'utilise que pour ça. Un jour je me suis dit, mais j'ai un Facebook avec 240 amis qui ne me servent à rien. Et finalement, quand je veux découvrir, et comme je ne poste jamais de photos pour dire qu'il fait beau et que je suis malade ou que je suis fatigué aujourd'hui, j'ai commencé à utiliser Facebook, non pas pour viser des professionnels, moi j'utilise LinkedIn, mais le Facebook c'était pour, quand je voulais trouver quelqu'un. Donc, quand j'ai créé un programme sur le français des soins infirmiers, comme je ne trouvais personne, j'ai posté sur Facebook, hey les amis, j'ai besoin de rentrer en contact avec un infirmier ou une infirmière. J'ai posté ça le soir, le lendemain j'avais 12 contacts.
des copains d'une cousine, etc., qui m'ont permis de les approcher et qui m'ont permis ensuite de rentrer à l'Institut Curie pour mettre en place des cours de français des soins infirmiers. Donc, c'est des petites choses toutes simples. Ce qui semble important, c'est vraiment de pouvoir se renseigner de façon un peu off sur les métiers en amont avant d'approcher les entreprises pour pouvoir affiner son discours et arriver avec des arguments assez pointus. Voilà, oui, voilà, pointu au moins d'avoir, vous l'avez bien compris, c'est d'avoir vraiment le langage de l'entreprise. Après, en alliance, moi, c'était pas le cas à l'époque, j'ai utilisé Facebook. Vous avez toutes les enquêtes que vous pouvez mener sur le profil de vos étudiants en alliance. Vous en avez des professionnels qui prennent des cours. Et peut-être que eux, en croisant vos questionnaires de profil des candidats, des étudiants, vous allez peut-être voir que sur les 3 dernières années, vous avez 20% des professionnels qui sont avocats. Et peut-être qu'il y a des cabinets de notaires à approcher. Et vous pouvez recontacter ces candidats, ces étudiants, pour savoir pourquoi ils prenaient le français. Pas forcément que pour du loisir. Au début, ils vont tous vous répondre du loisir, parce qu'ils ne savent pas que le français professionnel existe. Il y a un travail de On n'aura jamais dit que ça peut être très... Parfait, bah, écoutez Alexandre, il me reste à vous remercier infiniment pour ces échanges très riches et pour tout ce contenu. Merci beaucoup à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Le français professionnel, ça reste une des priorités de la délégation générale aux États-Unis, mais je pense que c'est le cas aussi au Canada, donc on peut dire en Amérique du Nord en général. Donc on vous remercie et puis on reste évidemment en contact pour suivre les alliances qui voudraient se lancer de façon un petit peu plus spécifique suite à cette première introduction dans le français professionnel. Merci beaucoup à tous. Ben, n'hésitez pas, vous avez mon contact LinkedIn et mon adresse. Absolument. Merci encore pour l'invitation. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.